Alors, Gabrielle est candidate au doctorat en psychologie communautaire de l'Université du Québec à Montréal avec une spécialisation de troisième cycle en études féministes. Ses travaux de recherche explorent les violences dans les relations intimes et amoureuses et le bien-être des femmes et des personnes LGBTQIA+. Elle s'intéresse particulièrement à la santé communautaire et à l'accessibilité des services publics et communautaires. Merci beaucoup. Bon, ben, bonjour tout le monde. Merci d'être ici aujourd'hui. C'est toujours un plaisir là, de faire des présentations dans ce beau colloque qui est organisé pour la deuxième fois, je crois. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter les constats de ma recherche doctorale, donc comme on a dit, qui porte sur la violence entre partenaires intimes dans les relations lesbo-queer. Donc, c'est ça, ça s'inscrit dans mon doctorat en psychologie. Et je m'intéresse particulièrement à l'expérience des personnes lesbo-queer victimes de violences et à leur rapport aux services publics et communautaires. Alors, ah oui, oups, je suis passée vite, mais ça, c'est dans le fond mes équipes de recherche, donc Epion et Le Rêve. Donc, je les remercie pour leur support et également le Fonds de recherche Société et Culture qui a financé cette recherche. Donc, pourquoi parler de violence entre partenaires intimes? Au Québec, les données du ministère de la Sécurité publique montrent que les taux d'infraction commis en contexte conjugal ont augmenté de 26 dans les 10 dernières années, en fait, entre 2013 et 2022. Dans ces situations-là, les femmes représentent 75 des victimes. Donc là, je vous avoue que les statistiques sont assez binaires, là, donc on va faire avec ça pour aujourd'hui. Mais pourquoi parler plus spécifiquement des femmes et des personnes lesbo-queer? Donc, selon la plus récente enquête de Statistique Canada, environ le 2 tiers des femmes des minorités sexuelles ont été victimes de violences entre partenaires intimes au cours de leur vie. Donc, c'est un taux qui est, comme vous pouvez le voir, là, plus élevé que celui des femmes hétérosexuelles, et ce, à plusieurs égards, donc à la fois pour les agressions physiques, psychologiques, sexuelles. Puis finalement, pourquoi parler des services? Les services publics, les services communautaires, on le sait, c'est un peu le filet de sécurité hein, qu'on se met en tant que société pour répondre aux problématiques liées comme la violence conjugale. Donc, plusieurs recherches montrent que l'accès à des services adaptés peut aider les victimes à sortir d'une relation violente et à prévenir la revictimisation dans les relations futures. Donc, les services peuvent également réduire les conséquences à long terme, que ce soit sur la santé mentale, la santé physique, la santé financière, la vie sociale, la vie professionnelle. OK, je suis encore en train de m'adapter à cette petite... il est à l'envers? Ah, merci. OK. Excusez-moi. OK. Oups. On peut... OK, on y est. Donc, pour la question de recherche, vous la voyez à l'écran. C'est la question qui a un peu guidé ma thèse. Donc, quelle est l'expérience de soutien reçue par les personnes lesbo-queer victimes de VPI, donc de violences entre partenaires intimes, auprès des services publics et communautaires? Autrement dit, je cherche à comprendre comment ces personnes-là vivent leur démarche d'aide et comment elles perçoivent les services auxquels elles ont accès. Donc là, on va aller un peu vite sur la méthode. Là, on n'a pas beaucoup de temps, mais vous pouvez me poser des questions après. Essentiellement, j'ai fait une recherche qualitative. J'ai utilisé 2 échantillons. Un premier échantillon de 5 participantes que j'avais recrutées et interviewées directement. Puis, j'ai eu des petits problèmes de recrutement. Donc, je me suis joint à un projet de recherche plus large où j'ai eu accès à un échantillon de 19 autres participantes qui provenaient d'un plus gros corpus de données. Donc, dans cette recherche, j'ai défini le terme femme comme toute personne qui s'inclut qui s'identifie à ce terme. Et l'expression relation lesbo-queer désigne une relation non hétérosexuelle entre une femme et une personne qui n'est pas un homme cisgenre. J'ai fait une analyse thématique de Brown et Clark, donc qui consiste à identifier et organiser des thèmes qui sont compris comme une co-construction entre la chercheure et les participants-participantes. Sinon, donc mon intention au début, c'était vraiment d'étudier l'expérience des personnes lesbiennes parce que ça se situe à l'intersection des violences de genre et des violences liées à l'orientation sexuelle. Mais donc, plusieurs des participantes, finalement, s'identifiaient entre autres aussi au terme queer, bisexuel, pansexuel, tout en ayant vécu de la violence d'une personne qui n'était pas un homme cisgenre.
J'ai donc utilisé le terme lesbo-queer là, pour mieux représenter la diversité des expériences et des identités sexuelles qui étaient représentées. Donc, les résultats, donc essentiellement, moi j'ai fait une thèse par article, donc ça veut dire que mes résultats ont été présentés sous la forme de 2 articles scientifiques. Mon premier article portait sur l'accessibilité des services. C'est un article qui n'est pas encore publié. Donc, pour ce qui en est de l'accessibilité des services, la première chose que j'ai observée, c'est que les participantes ont de la difficulté à se reconnaître comme victimes de violences entre partenaires intimes. Ensuite, lorsqu'elles envisagent faire appel à des ressources, elles perçoivent souvent les services existants comme peu adaptés à leur réalité. Et plusieurs personnes expriment le désir d'avoir des services spécialisés ou encore des professionnels qui sont mieux formés aux réalités lesbo-queer. Donc, la conclusion de cet article-là montre que pour que les personnes lesbo-queer puissent se sentir admissibles au service, il est nécessaire de combattre l'invisibilisation de leurs expériences dans les discours dominants. Notamment par plus d'initiatives de sensibilisation. Mes résultats montrent aussi que l'évaluation qui est faite par les professionnels peut être influencée par des normes genrées, ce qui peut affecter la reconnaissance du statut de victime. Par exemple, le genre de la personne qui exerce la violence peut influencer la manière dont on va évaluer la crédibilité de la victime. Dans mon analyse aussi, il y a quand même plusieurs personnes qu'on voit qui n'ont pas utilisé les services qui étaient disponibles. Donc, comment on explique ça? C'est notamment par le fait qu'il y a plusieurs personnes qui craignent un regard lesbophobe ou queerophobe sur leur vécu. Il y en a d'autres qui rejettent une offre de soutien qu'ils perçoivent comme inadéquate. Et également, il y a plusieurs personnes qui redoutent ou ont déjà vécu des préjugés de la part des professionnels. Donc, c'est important de comprendre ces résistances-là au service, non pas comme des choix individuels, mais plutôt comme le produit de conditions sociopolitiques plus larges. Donc, l'ensemble des composantes là, de cet article-là montrent que les expériences problématiques dans les services sont malheureusement fréquentes pour les personnes que j'ai interviewées et qu'elles sont souvent liées à un manque de compétences ou de compétences culturelles, en fait, de la part des professionnels, surtout dans les services un peu plus institutionnels et un peu moins dans les services communautaires LGBTQIA. Dans le deuxième article, donc, je parlais plus des composantes d'un accueil de qualité. Donc, essentiellement, je suis allée demander aux participantes qu'est-ce qui, pour eux, était gage de qualité dans les services qu'elles ont reçus. Il y a 4 dimensions principales qui auront sorti de mon analyse. Premièrement, qu'un accueil ajusté et empathique est essentiel, que le soutien soit émotionnel et psychologique, qu'il y ait un environnement de confiance et de sécurité, et qu'il y ait une intervention adaptée aux réalités lesbo-queer. Donc, mes résultats montrent que la perception d'une écoute empathique et sans jugement de la part des intervenants favorisait la confiance des victimes envers les services et les encourageait à rester dans les services et à s'engager dans leur démarche d'aide. Même si certaines personnes ont rapporté des expériences positives, la qualité de l'intervention semblait quand même souvent dépendre aussi de la compétence individuelle des intervenants qui étaient rencontrés, notamment leur capacité à établir une relation de confiance. Donc, ça met en lumière l'enjeu qui est un peu que sans confiance, il n'y a pas de réel accès aux services, même si ils sont théoriquement accessibles à tous et toutes. Donc, mon analyse soulignait l'importance d'une posture d'intervention qui était basée sur la bienveillance et la compétence culturelle. J'invite aussi dans cet article-là à reconsidérer la qualité de la réponse judiciaire dans les situations de violence entre partenaires intimes lesbo-queer, qui peut parfois, en tout cas dans mon analyse, est apparu en décalage avec les besoins plus émotionnels et psychologiques qui ont été exprimés par les victimes. Donc, on sait que la réponse judiciaire coexiste déjà avec des formes de soutien psychosociales, comme celle qui est offerte dans les maisons d'hébergement, dans les CAVAC, dans les centres de femmes. Mais mes résultats suggèrent que ces approches-là devraient être adaptées et renforcées. Puis ça peut passer par l'ajout ou le renforcement là, des services spécialisés qui répondent déjà aux réalités lesbo-queer. Donc maintenant, je vais vous parler des 5 axes d'intervention que j'ai identifiés pour mieux répondre aux besoins des personnes lesbo-queer. Donc, le premier axe, c'est de prévenir la violence entre partenaires intimes en agissant sur ses causes structurelles.
Donc, les résultats de ma recherche montrent que la violence dans les relations lesbo-queer ne peut pas être compris uniquement à l'échelle individuelle, bien sûr. Ça s'inscrit dans des dynamiques sociales plus larges, comme l'hétérocisnormativité, la stigmatisation des identités sexuelles et de genre, la précarité économique, l'isolement social. Donc, ces facteurs peuvent à la fois favoriser l'apparition des situations de violence, mais aussi limiter les possibilités pour les victimes d'aller chercher de l'aide. Donc, dans cette perspective, j'ai mis une petite image là, que je trouvais évocatrice de cette proposition-là, mais c'est important, je pense, de revenir à une approche qui prend en compte les conditions sociales de la violence. Les approches critiques, quand même, suggèrent que la prévention de la violence, ça passe par la mise en place de politiques sociales fortes. Par exemple, garantir un accès universel à des ressources comme le logement, l'alimentation, les soins, à la fois en santé mentale, en santé physique ou à l'éducation. Donc, ces conditions pourraient réduire les vulnérabilités qui favorisent les situations de violence. Ensuite, le deuxième axe, donc déployer des campagnes de sensibilisation à l'échelle provinciale. Donc, c'est un deuxième constat concerne un peu la double invalidation que vivent plusieurs personnes lesbo-queer, notamment d'un côté, certaines doutent de leur légitimité à identifier ce qu'elles ont vécu comme de la violence, mais de l'autre côté, elles anticipent et vivent des réponses inadéquates et stigmatisantes de la part des services parce qu'elles sont lesbo-queer. Donc, cette situation souligne le fait qu'il faut vraiment mieux visibiliser les réalités des personnes lesbo-queer et de la violence dans leurs relations, et donc de mettre en place des campagnes de sensibilisation pour mieux connaître ces réalités, renforcer le sentiment de légitimité des victimes, mais aussi informer sur les ressources qui sont disponibles. Donc, je vous ai mis une capture d'écran d'une campagne de Les Trois Sexes, qui est un organisme de défense de droits montréalais, qui ont fait une très belle campagne de sensibilisation qui, dans le fond, est dédiée un peu aux communautés LGBTQIA, qui est faite de manière à se faire réfléchir aussi aux types de violences qui sont plus fréquentes dans les relations LGBTQIA. Donc, je vous invite à aller voir ça. C'est un très bel outil, selon moi. Puis donc, pour faire du pouce là-dessus, c'est que ces initiatives-là pourraient être développées en collaboration avec des organismes LGBTQIA+, qui pourront s'assurer qu'elles sont pertinentes et représentatives. L'objectif, c'est surtout de faire reconnaître aussi que les violences vécues par les personnes LGBTQIA, c'est des enjeux de santé publique à part entière, c'est pas des réalités qui sont marginales. Finalement, pas finalement, il en reste encore 3. Former les professionnels non spécialisés et soutenir adéquatement les services spécialisés. Donc, certaines personnes participantes ont mentionné avoir vécu de la discrimination, comme j'ai dit, notamment dans leurs interactions avec les services policiers et judiciaires. En fait, il y a plusieurs exemples. Aujourd'hui, je ne parle pas trop de mes résultats, mais vraiment de la discrimination qui fait un peu, qui donne des frissons quand on la lit, là, quand on l'entend. Donc, ces expériences-là peuvent renforcer la méfiance envers les institutions, bien sûr. Puis, important de considérer cette méfiance-là, non pas comme un obstacle individuel, mais comme un signal que les services doivent s'adapter davantage aux besoins des personnes concernées. Donc, mes résultats suggèrent à cet égard-là l'importance de plus de formation spécifique sur les réalités LGBTQIA en matière de violence entre partenaires intimes, notamment pour qu'elles soient offertes dans les secteurs des services sociaux et des services judiciaires. Le quatrième axe, ce serait de prioriser les interventions en matière de VPI sur le soutien psychosocial. Ouais. Donc, les participantes ont exprimé quand même un besoin important pour des interventions de ce type-là. Plusieurs études montrent d'ailleurs que les services de santé mentale et de santé générale sont souvent les premiers lieux où les personnes LGBTQIA vont dévoiler leurs expériences de violence. Donc, dans cette perspective-là, c'est important de renforcer les ressources psychosociales, notamment dans les services communautaires, dans les réseaux de la santé et dans les équipes spécialisées en violence conjugale. Ici, je veux mentionner les services du CSL. Donc, vous connaissez peut-être, le Centre de solidarité lesbienne offre déjà des services en violence conjugale aux personnes lesbo-queer. Et donc, moi, je mention spéciale aux services qu'ils offrent. Ils offrent des vraiment très bons services et je crois que ce serait le genre d'organisme qui serait important de renforcer en termes de ressources. Finalement, on en est enfin au dernier axe, et c'est d'explorer des formes de justice alternatives au cadre traditionnel. Donc,
ma recherche a quand même mis en lumière des limites assez importantes du système judiciaire pour répondre aux besoins de certaines personnes lesbo-queer. Pour certaines personnes, ça avait du sens de prendre le chemin judiciaire traditionnel, mais pour d'autres, c'était pas une option. Donc, ça ouvre des réflexions sur les formes alternatives de justice, comme la justice réparatrice, la justice transformative. Puis, ces approches vont tenter d'impliquer davantage les communautés et les personnes concernées, plutôt que de s'appuyer uniquement sur la judiciarisation. Et ça met l'accent un peu plus sur la réparation, la responsabilisation, la prévention, que sur uniquement la punition. Donc, je vous ai mis deux... Oh, excusez-moi. Je vous ai mis deux ressources, donc Abolition Feminism Now de Angela Davis, Gina Dent, Erica Miners et Beth Ritchie. Et En attendant qu'on se libère vers une justice sans police ni prison de Mariame Kaba. Donc, deux ressources là, que vous pouvez peut-être aller explorer si jamais ces idées-là vous intéressent davantage. Mais donc, je vais conclure en disant que mon objectif, c'était de mieux comprendre comment les personnes lesbo-queer, victimes de violences entre partenaires intimes, vivent leur expérience avec les services publics et communautaires. Donc, les résultats ont montré que ces expériences sont souvent influencées par des normes hétéro- et cisnormatives présentes dans les institutions. J'espère qu'on pourra à l'avenir mieux visibiliser ces réalités, encourager une réflexion critique sur les réponses institutionnelles offertes aux victimes. Puis je nous souhaite aussi, comme communauté, là, qu'on se développe des interventions plus inclusives, plus sensibles aux rapports de pouvoir et aux réalités des personnes marginalisées. Donc voilà, merci beaucoup pour votre attention. Alors, pour la dernière présentation, c'est Raphaëlle Dompierre, qui est candidate à la maîtrise en études littéraires à l'UQAM. Elle travaille sur les représentations de violences conjugales entre femmes. Merci. Merci Fiona pour ta présentation. C'était super intéressant. Puis je pense qu'on va pouvoir faire des liens aussi avec ma présentation. Donc, comme l'a dit Monique, je suis candidate à la maîtrise en littérature. Je travaille sur 3 romans qui mettent en scène des relations lesbiennes violentes. Et puis, pour ma présentation aujourd'hui, je vais vous présenter 2 de ces romans. Dans la maison rêvée de Carmen Maria Machado et Fête de cyprine et de punaise de Lorraine Delph. Et je vais m'intéresser particulièrement à la figure de la bad lesbienne qui fait écho à celle de la bad féministe de Roxane Gay. Donc, Roxane Gay est une professeure universitaire et écrivaine états-unienne. En 2014, elle publie son essai Bad Feminist, dans lequel elle se présente elle-même comme une mauvaise féministe, notamment parce qu'elle aime écouter certaines chansons pop aux paroles misogynes. Autrement dit, elle est une mauvaise féministe parce qu'elle n'est pas totalement irréprochable. Pour la citer, le mouvement féministe est imparfait parce qu'il est dirigé par des gens et que les gens sont imparfaits par nature. Pour une raison qui m'échappe, en matière de féminisme, nous plaçons la barre à une hauteur déraisonnable. J'adopte l'étiquette de mauvaise féministe parce que je suis un être humain. L'étiquette de bad lesbienne se veut donc libératrice. Elle permet aux féministes de se revendiquer comme telles, sans être sans cesse accablées d'un sentiment d'échec et de culpabilité. Elle permet aussi de faire place aux complexités des expériences et des individualités humaines. En somme, Roxane Gay revendique le droit des féministes à l'imperfection et à la singularité. Il est intéressant de noter que pour elle, l'écriture est une façon de revendiquer ce droit. Elle écrit « Le mauvais féminisme semble être la seule façon de réconcilier le féminisme avec qui je suis, alors j'écris. Plus j'écris, plus je m'affiche en tant que mauvaise féministe aux yeux du monde, mais aussi, j'espère, en tant que femme bienveillante. Je parle avec franchise de ce que je suis, de ce que j'ai été, des erreurs que j'ai commises et de ce que j'aimerais devenir. » Donc, par l'écriture, elle souhaite donner un portrait honnête, juste d'elle-même, où elle se montre dans sa complexité et ses contradictions, en somme, dans son humanité. Ce faisant, elle rend visible un autre récit, on pourrait dire un contre-récit, qui conteste l'idéal type de la bonne féministe, soit, pour reprendre ses mots, une militante, une personne parfaite aux opinions politiques irréprochables, qui déteste les hommes et n'a pas d'humour. Ce qui nous mène à la notion de bad lesbienne. Si l'expression bad féministe est maintenant une expression consacrée grâce à l'essai de Roxane Gay, ce n'est pas le cas de l'expression bad lesbienne.
À ma connaissance, il n'existe aucun article ni essai qui propose et définit cette expression dans un sens analogue à celui de bad féministe. En français, j'ai seulement rencontré cette expression 2 fois. Une fois, donc, dans un des 2 romans que je vais analyser aujourd'hui, Fête de cyprine et de punaise. Je vais y revenir plus tard. L'autre fois, c'était de la bouche de la BDiste Julie Delporte, alors qu'elle parlait de son roman graphique Corps vivante, publié en 2022, dans lequel elle se qualifie de lesbienne bancale parce qu'elle est devenue lesbienne sur le tard à 35 ans après une quinzaine d'années d'hétérosexualité. D'ailleurs, en parlant des aspects de son roman qui ont le plus marqué le lectorat, Yale rapporte que plusieurs personnes se sont reconnues dans son sentiment d'imposteur. Pour la citer, en écrivant Corps vivante, je n'avais pas prévu qu'autant de personnes se sentent imposteurs dans leur identité queer parce que trop féminine, trop tardive, etc. En anglais, l'expression est moins rare puisque le mot bad est un mot anglais, mais elle peut alors avoir plusieurs sens et pas nécessairement toujours utilisée dans un sens analogue à bad féministe. Quoi qu'il en soit, que l'adjectif bad soit utilisé ou non, on retrouve des récits qui mettent en scène une figure de la bad lesbienne. Donc, je vous présente 3 exemples. Dans l'ouvrage collectif Persistence, Ivan Coyote affirme « I was a good queer, how could I be a butch ?» sous-entendant que les butch sont de mauvaises queer. Dans le recueil de nouvelles autobiographiques Bad Dyke, la narratrice se présente comme une bad dyke parce qu'elle tombe amoureuse d'un homme, ce qu'elle considère à première vue incompatible avec son identité de dyke. Cet extrait en témoigne. While Red and I had a crazy hot connection, I still wasn't sure I was ready to fall in love with a man. I didn't want to end up a bad dyke. Et enfin, dans le court-métrage documentaire Bad Lesbian, la protagoniste apparaît comme une bad lesbienne parce qu'elle a été victime d'abus de la part de sa première conjointe, comme elle l'affirme. Sometimes I can't help but wonder, did emotional abuse happen to me because I was a bad lesbian, or am I a bad lesbian for speaking up? Bref, tous ces exemples témoignent de l'existence d'une idée préconçue de ce que serait une bonne lesbienne et du sentiment d'échec et d'inadéquation de celles qui n'y correspondent pas. Pour aujourd'hui, je me pencherai spécifiquement sur une des causes de ce sentiment d'inadéquation, soit le fait d'avoir été victime de violences ou d'abus dans une relation lesbo-queer. La question qui se pose maintenant est donc pourquoi est-ce que des personnes victimes de violences conjugales dans une relation lesbo-queer ont l'impression d'être de mauvaises lesbiennes, ou pour le dire autrement, d'où nous vient l'idée que les bonnes lesbiennes auraient nécessairement des relations romantiques non violentes. Cette idée semble dater des années 1970. D'une part, c'est à cette époque que le mouvement féministe théorise la violence conjugale comme un phénomène social ancré dans les inégalités de genre. Si ce cadre théorique a permis plusieurs avancées féministes, il a aussi mené à concevoir les relations lesbiennes comme étant égalitaires et donc pacifiques. D'autre part, le mouvement politique lesbien, né à la fin des années 1960, tente de renverser la représentation dominante des lesbiennes comme des êtres malades, pervers ou déviants. Il promeut donc une représentation positive des lesbiennes, notamment en alimentant l'idée que les relations lesbiennes seraient non violentes, mais aussi plus généralement l'idée que les lesbiennes incarneraient les idéaux féministes. C'est cette idée résumée par la théoricienne états-unienne T. Grace Atkinson, comme quoi le féminisme est la théorie et le lesbianisme est la pratique. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais simplement pour le mentionner, les militantes lesbiennes Gail Rubin et Dorothy Allison témoignent chacune du fait que dans les milieux militants, certains milieux militants états-uniens des années 1970 et 80, l'étiquette lesbienne semble avoir davantage à voir avec les convictions politiques d'une personne qu'avec ses désirs sexuels. Bref, se construit l'idée qui semble encore prégnante aujourd'hui, comme quoi les lesbiennes auraient des relations romantiques saines et non violentes, et que par conséquent, si ce n'était pas le cas, c'est qu'on avait affaire à de mauvaises lesbiennes. Passons maintenant au roman. Donc, Dans la maison rêvée est un roman autobiographique de l'écrivaine états-unienne Carmen Maria Machado, publié en anglais en 2019 et traduit en français en 2021. C'est le premier roman racontant une relation lesbienne violente qui a une aussi grande visibilité. Donc, pour beaucoup de personnes, il lève le voile sur cette réalité. Sa traduction en plusieurs langues
dont le français répond également à un manque dans d'autres littératures. Donc, commençons avec le titre. La maison rêvée désigne la maison où elle emménage avec sa conjointe, une maison qui se révèle être le théâtre d'un véritable cauchemar. Le titre joue donc sur le sens du qualificatif rêvé. Au premier abord, on pourrait penser qu'il s'agit d'une maison de rêve, une maison idéale. Or, au cours de la lecture, on réalise qu'il s'agit plutôt d'une maison rêvée au sens où elle est idéalisée, imaginée, c'est-à-dire qu'elle ne correspond pas à la réalité. Donc, le rêve semble renvoyer à une conception idéalisée de la conjugalité entre femmes. Cette interprétation concourt avec l'extrait suivant, où le mot « rêve » est utilisé précisément pour référer à une conception idéalisée de l'amour lesbien. Le fantasme est, à mon avis, le cliché par excellence de l'homosexualité féminine. La littérature consacrée aux violences conjugales chez les couples homosexuels abonde de références à ce rêve éculé qui se révèle non moins violent qu'un œil au beurre noir ou un poignet foulé. Puis, en note de bas de page, on a des témoignages. Je vais lire le premier. « Je m'endors dans les bras de mon amante en rêvant au paradis lesbien. Quel cauchemar, alors, d'ouvrir les yeux sur l'existence de violences physiques lesbiennes. » Donc, on parle de paradis lesbien. Dans les autres témoignages, on parle de rêve utopique de Gwyn et d'utopie mystique. Ces extraits témoignent d'une croyance prégnante, voulant que les relations lesbiennes soient exemptes de violence. La narratrice qualifie cette croyance, ce rêve éculé, de violent, d'au moins aussi violent que des blessures physiques qui sont généralement associées à la violence conjugale. On peut présumer qu'il y a plusieurs raisons qui expliquent cette violence, notamment que la croyance en la non-violence des relations lesbiennes empêche les victimes de reconnaître et de nommer ce qu'elles vivent. Mais à cela, on peut ajouter aussi le fait que cette croyance participe à définir les bonnes lesbiennes comme des personnes qui ne vivraient pas de violence conjugale, occasionnant alors un sentiment d'échec et d'inadéquation chez les personnes dont le vécu est autre. Ceci amène la narratrice à souligner l'importance de récits alternatifs qui dérogent à l'utopie lesbienne, comme elle l'évoque dans ce passage. Nous méritons que nos méfaits soient représentés au même titre que notre héroïsme. Car lorsque nous refusons à un groupe la possibilité même de ses méfaits, c'est son humanité tout entière que nous nions. Aussi choquant que cela puisse paraître, l'idée selon laquelle l'homosexualité n'est pas synonyme de bonté, de pureté et de droiture est en réalité libératrice. Donc, ce passage fait grandement écho aux idées de Roxane Gay. La narratrice souligne l'importance, La narratrice revendique une diversité de représentations des vécus lesbiens, incluant ceux plus négatifs, moins glorieux, puisque par la représentation de ces vécus vient leur reconnaissance, puis ultimement la libération par rapport à des attentes inatteignables. Maintenant, pour le deuxième roman, Fête de cyprine et de punaise de l'écrivaine Lorraine Delph, publié en 2022 en France. J'ai choisi ce roman parce que la figure de la bad lesbienne y est omniprésente. La narratrice se qualifie elle-même de bad dyke. En parlant d'elle à la deuxième personne, elle dit « Roxane Gay est une bad féministe et tu es une bad dyke, ou pire, une bad everything, la personne la plus lamentable du monde, facile. » Donc la narratrice a l'impression d'échouer dans tout ce qu'elle fait, de ne jamais être à la hauteur de ses aspirations féministes et anticapitalistes. Ces deux passages en témoignent. Ce cliché est bien vivant et vivace dans ta petite bulle queer de Montréal. Quand, dans une soirée bien arrosée, les lesbiennes se mettent à parler de politique, leur excédent de salive devient crachat à la face du néolibéralisme. Puis, quelques pages plus tard, « Pourtant et malgré tout, tu aimes bien te percher sur ton échelon fraîchement gagné pour contempler de haut les employés placés plus bas. » Donc ici, la bonne lesbienne est une personne anti-néolibéraliste et comme la narratrice aime jouir de son pouvoir sur les employés inférieurs à elle, elle apparaît comme une bad lesbienne. Le deuxième exemple, classique, tu n'as même pas gardé tes poils pubiens, c'est plus fort que toi. Ton médiocre désir passe, semble-t-il, avant ta médiocre politique. L'agenda Gouin est mal agencé. Donc ici, elle associe le fait de garder ses poils pubiens au bon lesbianisme et conséquemment le fait de se raser au mauvais lesbianisme.
Une autre raison pour laquelle elle se considère comme une bad lesbienne, et c'est ce qui va nous intéresser, c'est que ses relations romantiques sont toxiques, voire abusives. D'une part, elle a une relation abusive marquée par l'emprise psychologique et les violences sexuelles avec son ex-copine. En effet, même après leur rupture, celle-ci continue de la violer à répétition. Après une scène de viol, on retrouve ce passage. Poli jusqu'au bout, tu raccompagnes ton ex en bas et vous vous faites la bise sans vous toucher les joues. Tu te voudrais fière et grande gueule. Tu rêves d'incarner tous les slogans féministes la prochaine fois. Donc, la narratrice reste polie et courtoise avec sa violeuse et son comportement est mis en opposition avec celui qu'elle souhaiterait avoir et qu'elle associe au féminisme, soit le fait d'être fière et grande gueule. Donc, la narratrice apparaît comme l'antithèse de la bonne féministe et par extension de la bonne lesbienne parce qu'elle subit les violences de son ex sans s'insurger. La narratrice a aussi une relation toxique avec sa colocataire qu'elle fréquente. Leur communication est faite de non-dits. Elles couchent toutes les deux avec d'autres personnes sans s'en parler et cela les blesse. Après une scène où la narratrice entend les ébats sexuels de sa colocataire avec une autre femme, on retrouve ce passage. Comme un mantra, tu te répètes en boucle que tu es contente pour elle, contente pour elle, contente pour elle, contente pour elle. Tu es lesbienne, tu ne connais pas la jalousie, il n'y a rien de toxique en toi, personne ne pleura ici. Donc, dans ce passage, la tentative obstinée de la narratrice de se convaincre qu'elle n'est pas jalouse, ni toxique, ni blessée par les événements suggère plutôt le contraire. Ce qui est intéressant de noter, c'est que quand elle tente de se convaincre, elle argumente qu'elle est lesbienne et que donc, elle n'est pas jalouse ni toxique. Il est donc insinué que les bonnes lesbiennes ne seraient pas jalouses ni toxiques et qu'elle échoue à être à la hauteur de cette attente. Ceci dit, les passages où elle apparaît comme une bad lesbienne s'alternent avec d'autres qui laissent voir sa fierté identitaire, comme celui-ci. Tu remontes tes cheveux et tu te trouves fucking superbe dans ta peau de Gwyn Accostar. Tu marches dans les rues de Montréal au petit bonheur de sentir des lesbiennes te reconnaître, te saluer d'un clin d'œil ou d'un hochement de tête en jetant à la dérobée un regard sur tes ongles et ton septum doré. L'identité lesbienne est ici valorisée, décrite comme une source de bonheur. Aussi, la narratrice insère des clins d'œil à certains codes lesbiens, les ongles coupés et le septum, créant un effet de connivence avec un lectorat lesbo-queer. Un autre passage est encore plus explicite. L'amour t'a voulu Gwyn, c'est ta fierté et un immense soulagement. L'alternance entre des scènes où elle se présente comme une mauvaise lesbienne et d'autres où elle clame sa fierté identitaire permet de dépeindre un personnage complexe et attachant, légitimant alors les imperfections des lesbiennes sans délégitimer l'identité lesbienne. Donc, pour résumer, dans les deux romans, la figure de la bad lesbienne permet de critiquer une conception trop étroite du lesbianisme et en particulier l'exigence d'avoir des relations non violentes pour être une bonne lesbienne. La narratrice de Dans la maison rêvée est critique de la prédominance de l'utopie, voulant que les relations lesbiennes soient un paradis à l'abri des violences, et elle plaide pour une diversité de représentations, incluant les représentations dérogeant à cette utopie. Pour sa part, la narratrice de Fête de cyprine et de punaise est moins critique des attentes élevées en termes de féminisme et d'anti-néolibéralisme qui, dans le roman, incombent aux lesbiennes. Toutefois, en dépeignant une narratrice qui échoue à atteindre ses attentes tout en étant fière de son identité, le récit légitime un lesbianisme imparfait. Ainsi, les deux romans participent à briser à la fois le silence et la honte qui entourent la violence conjugale au sein des relations lesbo-queer. Merci.